Ben, merci surtout d'avoir accepté cette possibilité. Travailler beaucoup, oui, effectivement. Après, ce qui est intéressant, justement, alors, vous voyez, c'est là où on voit qu'on n'a pas les mêmes approches en mots, en tout cas dans la manière de le dire. Quand vous dites que tout choix est effrayant, en philosophie, on a lui, en tant que philosophe, en tant qu'être, justement, libre, tout est choix, tout est décision, tout est engagement, et c'est le poids de toutes ces choses-là qui, finalement, fait qu'il est dans le vertige, dans la nausée, et puisque tout à l'heure, j'ai fait le lapsus sur les mains sales, on retrouve dans les mains sales aussi la notion de culpabilité quand on fait des mauvais choix. Il faut toujours se laver les mains, donc il faut se laver de ces erreurs. Donc on est bien quand même dans la même chose, mais pas les mêmes mots. Oui, bien que j'ai employé le mot vertigineux aussi. Oui, le mot vertigineux, c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Alors, et vous dites alors que c'est du renoncement. Oui, parce que forcément, on ne peut pas tout avoir. Par définition, quand on choisit, c'est qu'on prend une option et qu'on renonce aux autres. Donc, choisir se renoncer, oui. C'est peut-être ce qui nous dérange le plus, c'est qu'à partir de ce moment-là, il va falloir se priver de quelque chose au profit d'autre chose. Est-ce qu'on a vraiment conscience qu'on renonce? Si on a fait une bonne étude dans un de ses motivations, et si on n'a pas choisi comme ça, de manière, non pas au sens psychologique du terme, mais inconscient, si on n'est pas farfelu et inconscient, on s'est rendu compte quand même qu'en faisant un choix, on avait plusieurs chemins et qu'on en a pris un et qu'on n'a pas pris les autres. On ne peut pas tout avoir. C'est pas comme un petit enfant qui veut tout. Voilà. C'est d'ailleurs l'apprentissage du choix, se fait tôt. On apprend aux enfants que fois ils ne peuvent pas tout avoir. Il va falloir justement gérer cette frustration assez tôt, différer. On ne peut pas avoir tout de suite immédiatement. Donc c'est vrai que les petits enfants, c'est le petit enfant qui se roule dans le supermarché parce qu'il voit le chocolat qu'il veut avoir et puis sa maman lui dit bah non, sa maman méchante sorcière tout d'un coup lui dit non, c'est pas maintenant, c'est pas l'heure. Mais comment lui faire comprendre qu'il faut qu'il attende un peu, qu'il diffère. Donc en général c'est roulade arrière, roulade avant, par terre et puis voilà. Au supermarché ça se passe comme ça. Et là il y a une pub qui montre que c'est la mère qui se roule par terre. C'est des trucs que j'aurais pu faire en tant qu'adulte. Mais c'est vrai que bon, quand vous le positionnez vis-à-vis de l'enfant, c'est vrai qu'il y a toute une part d'organisation et puis d'éducation qui fait qu'on ne peut pas tout donner, on ne peut pas bien entendu, même si on aime son enfant, on ne peut pas tout lui apporter d'un coup. Ça fait partie du principe éducatif, d'un moment donné, de l'illustrer et déjà de lui faire comprendre qu'il pourra essayer de définir quels sont ses désirs, il y a plusieurs possibilités, puis il faudra qu'il renonce à certaines choses qui diffèrent, parce que plus tard ça lui permettra lui aussi de choisir et de s'imposer des renoncements à lui-même, cette fois-ci des renoncements qui s'imposera à lui-même, qui seront donc mieux acceptés. Mais les premiers renoncements, c'est quand même les parents en général qui vous les imposent en disant non. On peut penser que finalement c'est plus compliqué dans notre société de consommation. Et oui, il y a beaucoup effectivement de tentations, avant peut-être, c'est sûr. Parce qu'on voit des personnes capables de s'endetter par exemple, parce qu'on veut avoir avant d'avoir les moyens peut-être des choses, parce que d'un coup il y a une tentation absolue, et puis on veut être au même... Enfin, en tout cas, se représenter vis-à-vis des autres au même pied d'égalité, ou en tout cas avec les mêmes moyens. Oui, même si on ne les a pas forcément. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup on croit qu'on nous donne des choix fallacieux, des images du bonheur sur papier glacé, et puis on ne peut pas avoir. Donc, effectivement, ça accroît la frustration. Et puis certains adolescents font jusqu'à chavarder. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la transgression, ça c'est autre chose, mais c'est bon. L'extrême de ne pas accepter la frustration et de différer son choix ou d'y renoncer, c'est briser la vitrine et prendre. Alors justement, dans les choix, est-ce que la morale interpelle? Parce qu'il faut quand même bien dire que je ne peux pas tout me permettre et je ne peux pas tout vouloir, au moins par rapport à... La morale, oui, on a une liberté, elle est conditionnelle, et elle est surtout conditionnelle parce qu'il y a l'autre en face de nous, et la société. Donc, la société, des règles. Donc dans le choix, est-ce qu'il y a la peur de la punition? Oui, il y a la peur de la punition, oui. Je pose la question parce qu'on se retrouve de plus en plus avec la difficulté. Parce qu'on est de plus en plus aujourd'hui dans la difficulté de voir où sont les limites et de poser les limites. Et si vous regardez, aujourd'hui, on vit beaucoup à la frontière de ce qui est bien. Je veux dire par là, on se paye une voiture qui peut aller vite alors qu'on sait que normalement il y a une limitation de vitesse. Donc on peut aller plus vite. Bon. En plus, après, on achète une espèce de machine qui parle toute seule, là, et qui est capable de vous dire que, attention, un radar est proche.
Donc on se permet, on est à 150, on se dit c'est pas grave, j'ai une belle bagnole, une bonne bagnole, je peux l'utiliser, et on se retrouve à rouler à 150 en se disant c'est pas dangereux. On est quand même 20 km au-dessus de la limite. Et puis une fois qu'on a passé le cap du radar, on réaccélère à nouveau. Donc on se rend compte quand même qu'on frôle toujours, qu'on joue avec ses limites, et là on a le choix, on est dans une tricherie. Dans une tricherie. Oui. Et la morale, dans le livre on parle de ça. oui, c'est pour ça que j'y viens. Oui, Je vous ai lu. Ce sont des profils psychologiques. Bon, c'est vrai qu'on parle un peu des transgressifs. On a essayé de définir un peu des profils psychologiques. Bon, sachant que c'est toujours un petit peu factice, hein, mais en psychologie, on aime bien ça, classer un peu, alors qu'en fait, on sait que les structures psychiques sont parfois panachées, etc. Donc, on a choisi de définir les immobiles. Et puis, on a décidé aussi de parler un petit peu des tricheurs, ceux qui sont quand même dans les clous, mais qui trichent un petit peu de temps en temps. C'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Et puis les franches transgressifs, qui sont vraiment, eux, complètement dans des clous. Et donc on a essayé de parler de tout ça. Et en se disant que quelque part, c'est correspondait à une expérience qu'on pouvait avoir eue depuis la tendre enfance. Donc les personnes ont vécu, les sujets ont vécu des expériences plus ou moins heureuses, plus ou moins malheureuses. Donc ils en ont tiré des leçons. Et soit ils souhaitent continuer à vivre ce type de comportement, à vivre ce type d'expérience en continuant à avoir ce type de comportement, soit ils se disent non, ça, je ne le ferai plus, et ça peut déterminer chez eux, donc soit un comportement d'immobile pour celui qui s'est brûlé les doigts, soit un comportement de tricheur pour celui qui a remarqué que le conformisme, ça lui convenait pas, et en fonction de ça, on peut se dire, c'est là que la morale n'intervient pas, que chacun a fait ce qui lui allait le mieux en fonction de son expérience psychologique. Donc, oui, que sur le curseur de la vie, on peut changer aussi l'attitude. C'est ce qu'on développe un peu dans le livre. Alors on parle des immobiles et de leur choix d'éviter au plus possible d'avoir des ennuis. À la différence de celui qui est un peu transgressif et tricheur, qui a besoin surtout d'éviter l'ennui, et non pas des ennuis. Et puis voilà, on a décliné un peu différents.